La neige tombait en silence sur le village de Vachon-Vercors ce matin glacial de juillet 1944, une anomalie météorologique qui rendait le paysage encore plus irréel, presque onirique dans son horreur. À l'aube, le village était paisible, ses maisons de pierre blotties contre les flancs de la montagne, les toits d'ardoise couverts d'une fine couche de blanc. Mais cette tranquillité était une illusion, un voile fragile sur le point d'être déchiré par la violence. Dans une petite grange à la périphérie du village, Marguerite Lecomte, 32 ans, était accroupie derrière des balles de foin, ses mains engourdies par le froid serrant un vieux pistolet MLE 1892 qui avait appartenu à son grand-père pendant la Grande Guerre. L'arme était lourde, rouillée par endroits, et son mécanisme coinçait régulièrement. Ce n'était pas une arme de guerre moderne, c'était une relique, un souvenir d'un autre temps. Mais c'était tout ce qu'elle avait, et aujourd'hui, ce serait suffisant. Il le fallait. Marguerite était née à Grenoble en 1912, dans une famille de commerçants qui tenait une petite mercerie dans le quartier Saint-Laurent. Son enfance avait été marquée par les récits de guerre de son grand-père, un poilu qui avait survécu à Verdun et qui portait les cicatrices physiques et mentales de cette boucherie. Il lui racontait des histoires terribles, des histoires d'hommes broyés dans la boue, de gaz toxiques, de charges suicidaires contre des mitrailleuses. Mais il lui racontait aussi des histoires de courage, de camaraderie, de cette capacité humaine à endurer l'inimaginable. C'est lui qui lui avait appris à tirer, malgré les protestations de ses parents. Un jour, petite, lui disait-il avec ses yeux fatigués qui avaient vu trop de morts, « Tu devras peut-être te défendre. Le monde n'est pas aussi paisible qu'on voudrait le croire. » À l'époque, elle avait trouvé ces paroles exagérées, pessimistes. Maintenant, cachée dans cette grange avec des nazis qui fouillaient le village maison par maison, elle comprenait qu'il avait eu raison. La vie de Marguerite avait été relativement ordinaire jusqu'à l'invasion de 1940. Elle s'était mariée à 24 ans avec Thomas, un instituteur doux et idéaliste qui croyait au pouvoir de l'éducation pour transformer le monde. Il s'était installé à Vachon-Vercors en 1938, cherchant une vie plus simple loin de l'agitation de Grenoble, un endroit où élever les enfants qu'ils espéraient avoir. Le village était petit, à peine 300 habitants, niché dans le massif du Vercors à plus de 1000 mètres d'altitude. C'était un endroit d'une beauté sauvage, avec ses falaises calcaires, ses forêts de pins, ses prairies alpines où paissaient les moutons. Les hivers étaient rudes, les routes souvent impraticables sous la neige, mais c'était aussi un endroit de paix, de solidarité communautaire, où tout le monde se connaissait et s'entraidait. Puis était venu juin 1940, et avec lui l'effondrement de tout ce monde paisible. Marguerite se souvenait encore de ce jour où les premières nouvelles de la débâcle étaient arrivées au village. Les gens s'étaient rassemblés sur la place principale, autour de la radio du café, écoutant avec incrédulité les bulletins qui annonçaient la retraite des armées françaises, l'avancée inexorable de la Wehrmacht, l'exode de millions de civils fuyant vers le sud. Le maire du village, un vieux montagnard nommé Roussel qui connaissait chaque sentier du Vercors, avait pris la parole avec une voix tremblante d'émotion. « Mes amis, la France traverse son heure la plus sombre. Mais nous sommes des montagnards. Nous ne plions pas facilement. Nous nous souviendrons de qui nous sommes. » Ces mots avaient résonné dans le cœur de Marguerite. Nous nous souviendrons de qui nous sommes. C'était devenu un mantra dans les années qui avaient suivi. L'occupation avait été moins immédiatement oppressante dans les montagnes qu'en ville. Les Allemands n'avaient pas établi de garnison permanente à Vassy au début, préférant contrôler les grandes villes et les axes de communication principaux. Mais leur présence se faisait sentir de 1000 manières insidieuses. Les réquisitions de nourriture qui laissaient les villageois affamés. Les jeunes hommes convoqués pour le service du travail obligatoire en Allemagne, beaucoup ne revenant jamais. Les affiches de propagnasie collées sur les murs de l'église. L'interdiction d'écouter Radio Londres. La peur constante qu'un voisin puisse être un collaborateur, un informateur. Cette atmosphère de méfiance et de peur avait empoisonné même ce village isolé, transformant des amis de longue date en étrangers prudents qui mesuraient chaque mot. Thomas avait été parmi les premiers à rejoindre la résistance locale en 1941. Il était devenu un passeur, et dans les réfugiés juifs, les aviateurs alliés abattus, les jeunes fuyant le Sto à traverser les montagnes vers la Suisse ou vers d'autres zones plus sûres. C'était un travail terriblement dangereux, guidant des gens à travers des cols enneigés en pleine nuit, évitant les patrouilles allemandes, comptant sur la connaissance intime du terrain que seuls les montagnards possédaient. Marguerite l'avait supplié d'être prudent, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas lui demander de ne rien faire. Thomas était un homme de principe, un homme qui ne pouvait pas rester passif face à l'injustice. Et puis, elle-même avait commencé à aider, cachant des réfugiés dans leur maison, transportant des messages codés dans son panier quand elle allait faire ses courses à Grenoble, devenant progressivement une partie intégrante du réseau de résistance qui s'était tissé à travers le Vercors.
Si seulement vous saviez combien de personnes ordinaires comme Marguerite ont transformé leur courage silencieux en résistance active, combien de vies dépendaient de ces actes héroïques invisibles. Si cette histoire vous touche déjà, si vous sentez que vous voulez suivre ce voyage jusqu'au bout, abonnez-vous maintenant. Ces histoires méritent d'être racontées, ces vies méritent d'être honorées, et votre présence ici fait partie de cette mémoire collective. Au début de 1944, le Vercors était devenu un bastion de la résistance. Des centaines de maquisards s'étaient rassemblés dans les montagnes, transformant le massif en une sorte de république libre, un territoire français au cœur de la France occupée. C'était une période étrange, presque euphorique. Les résistants contrôlaient les routes, organisaient des embuscades contre les convois allemands, établissaient même une administration civile rudimentaire. Des armes avaient été parachutées par les Alliés, donnant aux maquisards un sentiment de puissance, un espoir que peut-être, ils pourraient tenir jusqu'à ce que les armées alliées arrivent après le débarquement qui avait eu lieu en Normandie le 6 juin. Thomas était devenu un lieutenant dans le maquis, commandant un petit groupe d'hommes, et Marguerite servait comme infirmière, soignant les blessés dans des conditions primitives, utilisant ses connaissances limitées de premiers secours et beaucoup d'improvisation. Mais l'euphorie avait été de courte durée. Les Allemands ne pouvaient pas tolérer cette enclave de résistance. En juillet 1944, ils avaient décidé de détruire le Vercors une fois pour toutes. L'opération avait été massive, brutale, méthodique. Des milliers de soldats SS, des troupes d'élite aguerries par les campagnes sur le front de l'Est, avaient encerclé le massif. Des planeurs avaient atterri sur le plateau, déversant des commandos directement au cœur du territoire maquisard. L'aviation allemande avait bombardé les villages, transformant des maisons paisibles en décombres fumants. Les maquisards, malgré leur courage, étaient submergés par la force et l'expérience de l'ennemi. Ils s'étaient battus désespérément, mais c'était une bataille perdue d'avance contre une machine de guerre professionnelle. Le 21 juillet 1944, l'ordre avait été donné d'évacuer Vassieux. Les SS approchaient et il ne restait plus assez de combattants pour défendre le village. Les civils devaient fuir vers les forêts, se cacher dans les grottes, disperser dans les montagnes en espérant que les Allemands ne les trouveraient pas tous. C'était le chaos, la panique. Des familles entières couraient vers les sentiers de montagne, portant ce qu'elles pouvaient, abandonnant tout le reste. Les vieux qui ne pouvaient pas marcher vite, les enfants qui pleuraient sans comprendre, l'odeur de la fumée et de la peur qui imprégnait l'air froid de juillet. Marguerite et Thomas avaient aidé à évacuer autant de gens que possible, guidant des groupes vers des cachettes qu'ils connaissaient. Mais alors qu'ils revenaient au village pour une dernière vérification, pour s'assurer que personne n'avait été oublié, ils avaient entendu les cris. Un groupe de 15 enfants du village, âgés de 5 à 12 ans, était piégé dans l'école. Leur institutrice, Madame Beaumont, une femme âgée qui avait refusé d'abandonner ses élèves, les avait rassemblés dans le bâtiment en espérant que les Allemands épargneraient une école. Mais les SS ne faisaient pas de distinction. Ils incendiaient méthodiquement chaque bâtiment, exécutaient tout ce qu'ils trouvaient, transformant Vassieux en un charnier. Sans hésiter, Thomas avait couru vers l'école. Marguerite avait essayé de le retenir, sachant que c'était du suicide, mais il s'était dégagé. « Je ne peux pas les laisser. » Ces 4 mots avaient été les derniers qu'elle avait entendus de sa bouche. Il avait atteint l'école, était entré par la porte arrière. Quelques minutes plus tard, elle avait vu les enfants sortir en courant, Madame Beaumont les poussant vers la forêt. Puis elle avait entendu les coups de feu. Thomas n'était jamais ressorti. Plus tard, elle apprendrait qu'il avait tenu la position à l'intérieur de l'école, tirant sur les SS qui entraient, leur donnant juste assez de temps pour que les enfants s'échappent. Il était mort en sauvant 15 vies. Il était mort en héros. Mais il était mort, et Marguerite se retrouvait veuve à 32 ans, le cœur brisé en 1000 morceaux, seule dans un monde en flammes. Les heures qui avaient suivi étaient floues dans sa mémoire, un cauchemar éveillé où elle avait erré dans les ruines fumantes du village, appelant son nom, sachant déjà qu'il ne répondrait pas. C'est un vieil homme, un résistant nommé Claude qui avait combattu avec le groupe de Thomas, qu'il avait finalement trouvé et traîné vers la grange où d'autres survivants s'étaient cachés. Il faut partir, Marguerite. Les SS fouillent chaque bâtiment. Si tu restes, tu meurs. Mais elle n'avait pas pu partir. Quelque chose en elle s'était brisé, puis s'était reformé, plus dur, plus froid. Thomas était mort pour sauver ses enfants. Il était mort pour que d'autres puissent vivre. Et elle ne le déshonorait pas en fuyant maintenant. Dans la grange, il restait 12 personnes. 5 résistants blessés qui ne pouvaient pas marcher. 4 vieillards trop faibles pour le trek montagneux. 2 femmes enceintes. Et Madame Beaumont avec 3 des enfants qu'elle avait sauvés, ceux qui étaient trop jeunes pour suivre les autres dans la forêt. Marguerite avait regardé ces visages terrifiés, ces gens qui dépendaient d'elle maintenant, et avait pris une décision. Elle ne partirait pas.
Elle les protégerait. Avec quoi? Avec le vieux pistolet de son grand-père, celui qu'il lui avait donné avant de mourir, celui qui avait servi à Verdun et qui portait encore les marques de cette boucherie. C'était une arme dépassée, un revolver à barillet qui devait être rechargé manuellement après 6 coups, dont le mécanisme coinçait parfois, qui n'était pas fait pour le combat moderne contre des soldats SS armés de mitraillettes et de grenades. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Claude, le vieil résistant, avait tenté de la raisonner. « Marguerite, tu ne peux pas te battre contre une patrouille SS avec ça. C'est un suicide. » Elle avait regardé le pistolet dans ses mains, avait senti son poids familier, avait pensé à son grand-père qui avait survécu à Verdun avec cette même arme, avait pensé à Thomas qui était mort en tenant une position impossible. Mon grand-père m'a dit un jour que ce n'est pas l'arme qui compte, c'est la personne qui la tient. Et aujourd'hui, je suis cette personne. Claude avait hoché la tête lentement, comprenant qu'aucun argument ne la ferait changer d'avis. Il lui avait donné les 12 balles qui lui restaient, portant son total à 18. 18 balles contre combien de SS? Elle ne le savait pas, mais elle savait qu'elle les ferait toutes compter. La patrouille SS était arrivée en milieu de matinée. 18 hommes en uniforme sombre, des vétérans endurcis du front de l'Est qui avaient été envoyés dans le Vercors précisément parce qu'ils étaient efficaces et impitoyables. Leur commandant, un Hauptsturmführer au visage marqué de cicatrices, avait ordonné à ses hommes de fouiller systématiquement chaque structure encore debout. Ils approchaient de la grange méthodiquement, professionnellement, leurs armes prêtes, leurs mouvements coordonnés. C'étaient des soldats d'élite et ils ne sous-estimaient jamais un ennemi potentiel. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Marguerite les observait à travers une fente dans le mur de la grange, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'ils ne l'entendent. Ses mains ne tremblaient pas, ce qui l'avait surprise. Après la mort de Thomas, après avoir vu son village détruit, après avoir perdu tout ce qui comptait, elle aurait pensé que la peur la paralyserait. Mais il n'y avait pas de peur. Il y avait juste une clarté froide, une détermination absolue. Ces hommes avaient tué son mari. Ces hommes avaient détruit sa maison. Ces hommes terrorisaient les enfants cachés derrière elle. Et elle ne les laisserait pas passer. Les premiers SS étaient entrés dans la grange par la porte principale, leurs mitraillettes balayant l'intérieur sombre. « Ross, Ross !» criait-il, ordonnant à quiconque était caché de sortir. Marguerite était positionnée dans le grenier à foin, au-dessus d'eux, parfaitement silencieuse, invisible dans l'ombre. Elle avait attendu qu'il s'avance plus profondément dans la grange, qu'il soit distrait par les balles de foin, ou elle avait intentionnellement laissé des traces suggérant que quelqu'un se cachait là. Le premier soldat s'était approché d'une balle suspecte, son arme pointée, concentrée. Marguerite avait visé avec soin, une respiration profonde, se souvenant des leçons de son grand-père. Ne tire jamais à moins d'être sûr de toucher. Chaque balle côte. Elle avait pressé la gâchette. Le coup de feu avait résonné comme un coup de tonnerre dans l'espace confiné de la grange. Le soldat SS était tombé instantanément, touché à la tête, mort avant de toucher le sol. Un moment de silence stupéfait avait suivi, les autres soldats paralysés par la surprise. Puis le chaos avait éclaté. Ils avaient commencé à tirer aveuglément vers le grenier, les balles déchiquetant le bois autour de Marguerite, le foin explosant en nuages de poussière. Mais elle s'était déjà déplacée, roulant vers une autre position, utilisant la structure de la grange qu'elle connaissait intimement. Deuxième coup, un autre SS tombait, touché à la poitrine. Troisième coup, un autre homme criait, touché à l'épaule, incapacité mais pas mort. Les SS avaient commencé à se replier vers la porte, réalisant qu'ils étaient dans un piège mortel. Mais Marguerite avait prévu cela aussi. Elle avait attaché une corde à une poutre, et maintenant elle s'était balancée vers le mur opposé, atterrissant près d'une fenêtre qui donnait sur l'arrière de la grange. De là, elle avait une vue claire sur les soldats qui tentaient de sortir. Quatrième coup, cinquième, sixième, 3 autres SS tombaient ou étaient blessés. Le barillet était vide maintenant. Ses mains bougeaient avec une efficacité mécanique, éjectant les douilles vides, rechargeant avec 6 nouvelles balles de sa poche. Tout cela avait pris moins de 10 secondes, mais c'était une éternité dans un combat. Les SS restants, maintenant réduits à une douzaine, s'étaient regroupés à l'extérieur de la grange. Leur Hauptsturmführer hurlait des ordres, furieux d'avoir perdu 6 hommes contre un seul tireur. Encerclez le bâtiment. Brûlez-le si nécessaire. Je veux ce partisan mort. Marguerite pouvait les entendre se déployer, entourant la grange, préparant un assaut coordonné. Elle savait qu'elle ne pourrait pas les tenir indéfiniment. Mais elle n'avait pas besoin de tenir indéfiniment. Elle avait juste besoin de tenir assez longtemps pour que les gens cachés dans la cave sous la grange puissent s'échapper par le tunnel qu'elle et Thomas avaient creusé des mois auparavant, un passage secret qui menait à la forêt à 100 mètres de là.
Claude était en train de les guider maintenant, portant les enfants, soutenant les blessés. Elle avait juste besoin de quelques minutes de plus. Les SS avaient lancé des grenades à travers les fenêtres, les explosions déchiquetant l'intérieur de la grange, projetant des éclats de bois et de métal dans toutes les directions. Marguerite avait été touchée à la jambe par un éclat, une douleur brûlante qui avait failli lui faire lâcher son arme. Mais elle avait serré les dents, ignorant la blessure, se concentrant uniquement sur la tâche. Un groupe de 3 SS avait tenté d'entrer par la porte latérale. Elle les avait attendus, positionnés derrière une poutre épaisse. Quand ils étaient entrés, elle avait tiré 3 fois en succession rapide. 7e, 8e, 9e coup. 2 tombaient morts. Le 3e était touché au ventre, se tordant de douleur sur le sol poussiéreux. Le Hauptsturmführer allemand, observant la scène depuis l'extérieur, avait commencé à comprendre qu'il ne faisait pas face à un groupe de partisans mais à un seul tireur, probablement avec une arme limitée. C'était à la fois humiliant et intrigant. Il avait crié en français, sa voix portant à travers les murs endommagés. « Partisans, montrez-vous. Vous ne pouvez pas gagner. Rendez-vous et vous aurez une mort rapide. » Marguerite n'avait pas répondu. Elle se déplaçait silencieusement, cherchant une nouvelle position. Elle pouvait sentir le sang couler de sa jambe blessée, laissant une traînée sur le plancher. Combien de temps avait passé? 3 minutes? 5? Assez longtemps? Elle ne pouvait pas en être sûre. Puis elle avait entendu ce qu'elle attendait. Le signal. 3 coups légers contre le plancher de la cave. Claude et les autres étaient sortis par le tunnel. Ils étaient en sécurité, ou du moins aussi en sécurité qu'on pouvait l'être dans le Vercors en flammes. Sa mission était accomplie. Elle avait protégé ceux qui comptaient sur elle. Thomas serait fier. Son grand-père serait fier. Mais elle n'avait pas fini. Il lui restait 9 balles, et il y avait encore 9 SS debout dehors, plus leur commandant. Les chiffres étaient presque poétiques dans leur symétrie. Marguerite s'était traînée vers ce qui restait de la porte principale, son pistolet rechargé, prête pour ce qui serait probablement son dernier combat. Elle pouvait voir les SS se regrouper, préparant ce qui serait sans doute un assaut final coordonné. Ils allaient entrer de 3 côtés simultanément, la submerger par le nombre. C'était une tactique éprouvée, efficace. Mais elle avait un avantage qu'ils n'avaient pas. Elle n'avait plus rien à perdre. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, quand toutes les peurs de la mort ont été brûlées par la douleur et la perte, il devient quelque chose de plus dangereux que n'importe quel soldat professionnel. Il devient une force de la nature, implacable et imprévisible. L'assaut avait commencé. Les SS étaient entrés de 3 directions, leurs bottes martelant le sol, leurs armes crachant le feu. Mais Marguerite ne s'était pas cachée cette fois. Elle s'était tenue debout au centre de la grange, exposée, son pistolet levé, et avait tiré avec une précision glaciale. 10e coup, 11e, 12e. 3 SS tombaient presque simultanément, leur corps s'effondrant dans des positions grotesques. Les autres avaient hésité, stupéfaits par l'audace de cette femme debout devant eux, blessée et sanglante mais ne cédant pas un centimètre de terrain. Cette hésitation avait été fatale. 13e coup. Un soldat qui tentait de la contourner tombait. 14e coup. Un autre criait, touché à la jambe, tombant contre son camarade. 15e coup. Le camarade tombait aussi, le coup traversant les 2 hommes alignés par hasard. Il restait 3 soldats plus le Hauptsturmführer. 3 balles restantes. Les chiffres s'alignaient parfaitement, comme si le destin lui-même orchestrait cette danse macabre. Les 3 SS restants avaient complètement paniqué maintenant. C'étaient des vétérans du front de l'Est, des hommes qui avaient survécu à Stalingrad, à Kursk, à des batailles où des milliers mouraient en quelques heures. Mais ils n'avaient jamais fait face à quelque chose comme ça, une seule femme avec un pistolet obsolète qui les abattait un par un avec une précision mécanique. Ils avaient couru vers la sortie, leur discipline s'évaporant face à cette chose incompréhensible. Marguerite avait tiré ses 3 dernières balles. 16e, 17e, 18e coup. Les 3 soldats tombaient avant d'atteindre la porte. Le silence qui avait suivi était presque surnaturel. 18 corps gisaient dans et autour de la grange. 18 soldats SS, des hommes entraînés, équipés, expérimentés, tués par une femme de 32 ans avec une arme de la Première Guerre mondiale et 18 balles. Le Hauptsturmführer, qui avait observé tout cela depuis une position sur à 50 mètres, avait regardé la scène avec une expression qui mélangeait l'horreur et quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Il avait levé sa propre arme, pointé vers la grange, vers la silhouette de Marguerite qu'il pouvait à peine distinguer à travers la fumée et la poussière. Mais avant qu'il ne puisse tirer, des coups de feu avaient éclaté depuis la forêt. Claude et 2 autres résistants, refusant d'abandonner Marguerite, étaient revenus et avaient ouvert le feu sur le commandant allemand.
Le Hauptsturmfuhrer était tombé, touché plusieurs fois, mort avant de toucher le sol enneigé. C'était fini, vraiment fini. Marguerite s'était effondrée sur le sol de la grange, son pistolet vide glissant de ses mains tremblantes. La douleur de sa blessure à la jambe explosait maintenant que l'adrénaline se retirait, une agonie brûlante qui lui arrachait des larmes. Claude avait couru vers elle, s'agenouillant à ses côtés, pressant son manteau contre sa blessure pour arrêter le saignement. « Marguerite, bon sang, tu es complètement folle. 18. Tu en as arrêté 18. Comment est-ce même possible ?» Elle avait souri faiblement, ses yeux se fermant d'épuisement. « Mon grand-père, Thomas, ils étaient avec moi. Je n'étais pas seul. » Les jours qui avaient suivi étaient flous. Marguerite avait été transportée dans un hôpital de campagne clandestin dans les montagnes, où un médecin résistant avait extrait l'éclat de sa jambe et suturé la blessure avec les moyens du bord. La fièvre l'avait prise pendant plusieurs jours, des infections menaçant sa vie alors que son corps épuisé luttait pour se réparer. Dans son délire fiévreux, elle voyait Thomas, lui souriait, lui disait qu'il était fier d'elle. Elle voyait son grand-père, qui hochait la tête avec approbation, qui lui disait que son pistolet avait bien servi une fois de plus, que l'honneur de la famille était intact. Elle voyait les 18 soldats qu'elle avait tués, leur visage la hantant, parce qu'elle n'était pas un monstre, parce que tuer, même en légitime défense, même pour protéger les innocents, laisse des cicatrices sur l'âme. Quand elle s'était finalement réveillée, lucide, une semaine plus tard, le monde avait changé. Les Allemands avaient terminé leur opération dans le Vercors, laissant derrière eux une désolation totale. Plus de 600 maquisards tués, des villages entiers détruits, des centaines de civils exécutés en représailles. Le Vercors avait été écrasé, son rêve de république libre noyé dans le sang. Mais il n'avait pas été vaincu. Les survivants s'étaient dispersés dans les montagnes, continuant la résistance sous des formes plus subtiles, maintenant la pression sur l'occupant. Et l'histoire de Marguerite Lecomte, la femme qui avait arrêté 18 SS avec un pistolet cassé, s'était répandue comme une traînée de poudre à travers les réseaux de résistance, devenant une légende qui inspirait d'autres à continuer, à ne jamais abandonner. En août 1944, moins d'un mois après le massacre du Vercors, les forces alliées avaient débarqué en Provence. La libération du sud de la France avait commencé. Les troupes allemandes, prises entre le débarquement au sud et l'avancée depuis la Normandie au nord, avaient commencé une retraite désorganisée. Le 22 août, Grenoble avait été libérée par les forces françaises et les maquisards survivants du Vercors. Marguerite, marchant encore avec une canne à cause de sa blessure, était descendue des montagnes avec les autres résistants, avait marché dans les rues de la ville en liesse où les gens célébraient, pleurait, embrassait les libérateurs. Mais sa joie était tempérée par une douleur profonde. Thomas n'était pas là pour voir ce jour. Tant d'autres n'étaient pas là. Après la guerre, Marguerite était retournée à Vachon-Vercors, ou plutôt à ce qui en restait. Le village avait été presque entièrement détruit, juste des ruines fumantes et des fondations de pierre marquant l'emplacement des maisons qui avaient autrefois abrité une communauté. Elle avait trouvé l'emplacement de sa maison, avait fouillé dans les décombres, trouvant quelques objets miraculeux épargnés par le feu. Une photo de son mariage avec Thomas, le verre brisé mais l'image intacte. Le journal de son grand-père, racontant ses expériences à Verdun. Le pistolet, celui qui avait arrêté 18 hommes, rouillé et endommagé maintenant, mais toujours là, témoignage silencieux de ce qui s'était passé. Le gouvernement français lui avait décerné plusieurs médailles. La croix de guerre avec palme, la médaille de la résistance. On avait parlé de lui donner la Légion d'honneur. Mais Marguerite avait refusé la plupart des honneurs publics, préférant rester dans l'ombre, juste une femme parmi tant d'autres qui avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait participé à la reconstruction du village, vivant dans une baraque temporaire pendant que les maisons étaient lentement rebâties. La communauté s'était reformée, plus petite qu'avant, marquée par les pertes, mais déterminée à survivre, à maintenir vivante la mémoire de ceux qui étaient tombés. Dans les années qui avaient suivi, Marguerite avait repris l'enseignement, prenant la place de Madame Beaumont qui était morte de vieillesse en 1947, enseignant aux enfants du village reconstruit, leur parlant rarement de la guerre mais incarnant dans sa présence même les valeurs de courage et de résilience. Elle ne s'était jamais remariée. Thomas avait été le grand amour de sa vie, et bien qu'elle ait vécu encore 43 ans après sa mort, elle était restée veuve, portant son alliance jusqu'à son dernier jour. Les cauchemars l'avaient visitée pendant des décennies. Les visages des 18 hommes qu'elle avait tués, même si c'était en défense des innocents, même si c'était nécessaire. Elle avait appris à vivre avec ces fantômes, à comprendre que prendre une vie, même une vie ennemie, même dans la guerre, est un fardeau que l'âme porte à jamais. Les enfants qu'elle avait sauvés ce jour de juillet 1944 avaient grandi, avaient eu leurs propres enfants, leurs petits-enfants.
Beaucoup étaient restés dans le Vercors, reconstruisant leur vie dans ces montagnes qui avaient vu tant de souffrances mais aussi tant de courage. Ils rendaient visite à Marguerite régulièrement, lui apportaient des fleurs, s'asseyaient avec elle et écoutaient ses histoires. Elle leur parlait de Thomas, de son sacrifice. Elle leur parlait de son grand-père, de Verdun, de comment la violence engendre la violence à travers les générations. Elle leur parlait de l'importance de se souvenir, non pas pour glorifier la guerre, mais pour honorer ceux qui ont souffert, pour s'assurer que leur sacrifice n'était pas vain. En 1973, un monument avait été érigé à Vassy-en-Vercors, commémorant le massacre de juillet 1944. Les noms de tous les morts étaient gravés dans la pierre, Thomas Lecomte parmi eux. À l'inauguration, le président de la République était venu, avait parlé de la résistance héroïque du Vercors, avait salué les survivants présents. Marguerite était là, maintenant âgée de 61 ans, ses cheveux gris, son corps marqué par l'âge et les blessures de guerre, marchant toujours avec une légère claudication de sa jambe blessée. Quand le président l'avait appelée à monter sur l'estrade, à recevoir une reconnaissance publique, elle avait hésité. Finalement, elle était montée, non pas pour elle-même mais pour Thomas, pour représenter tous ceux qui n'avaient pas survécu pour voir ce jour. Son discours ce jour-là avait été court, prononcé avec une voix tremblante d'émotion. « Je ne suis pas une héroïne. Mon mari Thomas était un héros. Les 642 maquisards qui sont morts dans ces montagnes étaient des héros. Les civils qui ont résisté, qui ont caché des réfugiés, qui ont refusé de collaborer au péril de leur vie, étaient des héros. Je suis juste une femme qui a survécu, qui porte le poids de ce qui s'est passé, qui se souvient. Et tant que je respire, tant que j'ai une voix, je m'assurerai que leurs histoires soient racontées, que leurs noms ne soient pas oubliés. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Se souvenir. Honorer. Continue. Marguerite Lecomte est décédée en 1987, à l'âge de 75 ans, d'un cancer qui l'avait rongée pendant 2 ans. Elle est morte à Vassy-en-Vercors, dans la maison reconstruite sur les fondations de celle qu'elle avait partagée avec Thomas, entourée de quelques-uns des enfants maintenant âgés qu'elle avait sauvés ce jour de juillet 1944. Ces derniers mots, murmurés à peine audiblement, avaient été « Thomas, je te rejoins enfin ». Elle a été enterrée dans le cimetière du village, sa tombe à côté de celle symbolique de son mari dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Le pistolet de son grand-père, celui qui avait servi à Verdun et qui avait arrêté 18 SS dans une grange du Vercors, a été donné au musée de la Résistance à Grenoble, où il est exposé aujourd'hui avec une plaque racontant son histoire extraordinaire. L'histoire de Marguerite nous enseigne quelque chose de profond sur la nature du courage. Les nazis s'étaient moqués de son pistolet cassé, de son arme obsolète, probablement de sa féminité aussi, pensant qu'elle ne représentait aucune menace sérieuse. Mais ils avaient tragiquement sous-estimé la puissance d'une personne combattant pour ce qu'elle aime, protégeant ce qui lui est cher, refusant d'abandonner même face à des champs impossibles. Le courage n'est pas une question d'équipement supérieur ou de formation militaire. Le courage est une question de cœur, de détermination, de cette flamme intérieure qui refuse de s'éteindre même dans l'obscurité la plus profonde. Son histoire nous rappelle aussi le prix terrible de la guerre, le fardeau que portent ceux qui survivent. Marguerite n'a jamais célébré ses 18 victoires. Elle les a portées comme un poids, comme une nécessité tragique plutôt qu'un triomphe. Elle comprenait que chacun de ces soldats allemands était aussi le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, et que la guerre force des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires et terribles. Cette nuance, cette humanité même dans le contexte d'un combat mortel, est ce qui rend son histoire si puissante et si importante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi le parcours de Marguerite depuis cette grange enneigée jusqu'à sa dernière demeure, vous faites partie de quelque chose d'important. Vous maintenez vivante la mémoire de ces personnes extraordinaires qui ont façonné notre monde. Laissez un commentaire avec les mots « Je suis avec toi jusqu'à la fin » pour me faire savoir que cette histoire vous a touché. Un petit like sur cette vidéo aide à faire en sorte que ces histoires atteignent plus de personnes, que ces vies ne soient pas oubliées. Et il y a tant d'autres histoires qui attendent d'être racontées, tant d'autres actes de courage qui méritent d'être honorés. La prochaine vidéo vous attend, un autre témoignage de ce que l'esprit humain peut accomplir quand il est poussé à ses limites.